Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous d'information. Voici les grands titres de l'actualité de ce lundi 25 août. À Gaza, une frappe israélienne meurtrière a touché l'hôpital Nasser de Khan Younes, faisant 20 morts, dont 5 journalistes. En Haïti, Washington appelle à une refonte de la mission multinationale de sécurité, jugée inefficace après plus d'un an d'opération. En Asie, le président sud-coréen Lee Jae-myung a rencontré Donald Trump pour un sommet décisif sur l'économie et la sécurité. Au Cambodge, le Parlement adopte une loi permettant de déchoir de leur citoyenneté les personnes reconnues coupables de trahison. Enfin, aux États-Unis, Kilmer Abrego, migrant expulsé à tort, a de nouveau été arrêté par les services d'immigration. Bienvenue au développement de ce titre. Frappe israélienne meurtrière sur l'hôpital Nasser de Khan Younes. 20 personnes ont été tuées, dont 5 journalistes, dans une frappe israélienne sur l'hôpital Nasser de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, ce dimanche 25 août. L'annonce a été faite par Mahmoud Bassal, porte-parole de la défense civile de Gaza, qui précise que membres de ses équipes figurent également parmi les victimes. Selon Bassal, 2 frappes ont visé le complexe hospitalier, la première par un drone explosif suivi d'un bombardement aérien qui s'est produit alors que les blessés étaient en cours d'évacuation. L'armée israélienne affirme avoir ouvert une enquête pour vérifier ces informations. Parmi les victimes figure Mohamed Salama, photojournaliste et reporter d'images pour Al Jazeera. La chaîne qatari avait déjà perdu 6 collaborateurs 2 semaines plus tôt dans une frappe israélienne. Reuters a confirmé qu'un de ses journalistes et un de ses collaborateurs figurent parmi les victimes, se disant dévastés. L'agence américaine Associated Press a également annoncé la mort d'une pigiste, précisant qu'elle n'était pas en mission au moment des faits. 2 autres journalistes palestiniens, Mohamed Abou Taha et Ahmad Abou Aziz, ont aussi été identifiés par le syndicat des journalistes palestiniens. Avant cette attaque, les organisations de défense de la presse, dont le Comité pour la protection des journalistes et reporters sans frontières, recensaient déjà près de 200 journalistes tués depuis le début du conflit déclenché le 7 octobre 2023 après l'attaque du Hamas contre Israël. Outre les journalistes, un soignant a également perdu la vie. Des blessés, certains grièvement atteints, ont été pris en charge sur place par l'hôpital Nasser, l'un des derniers établissements encore partiellement fonctionnels à Gaza. La défense civile rapporte au total 27 morts dans l'ensemble du territoire, ce même 25 août, conséquence des tirs et frappes israéliennes. Direction Haïti à présent, où la question sécuritaire reste au cœur des débats internationaux. Washington appelle à une refonte de la mission multinationale de sécurité. Les États-Unis souhaitent une transformation de la mission multinationale d'appui à la sécurité déployée en Haïti. Cette volonté a été exprimée par Henry Rooster, chargé d'affaires américain, lors d'une prise de parole le 22 août. Washington juge les résultats de la mission insuffisants après plus d'un an d'opération. Henry Rooster a reconnu les limites de la MMAS, évoquant un manque de personnel et de moyens. Bien que les forces kenyanes qui dirigent la mission aient rempli toutes les demandes, la situation sécuritaire n'a pas été stabilisée. Les États-Unis proposent donc un recalibrage afin de rendre la mission réellement capable de restaurer l'ordre. Washington rappelle avoir investi 835 millions de dollars dans la MMAS, en plus de 248 millions versés à la police haïtienne depuis 2021. Mais les autorités américaines ne souhaitent plus supporter seules ces dépenses. Elles appellent l'ONU et les États membres à financer un futur bureau d'appui chargé de coordonner les efforts. Selon le diplomate, les autorités haïtiennes sont impliquées dans les discussions, notamment au sein de l'Organisation des États américains OEA, où une feuille de route sécuritaire est en cours d'élaboration. Henry Rooster a résumé la position de Washington en affirmant « La stabilité d'Haïti est importante pour les États-Unis, mais l'avenir du pays reste entre les mains des Haïtiens. » Pour un rappel, en février 2025, les États-Unis avaient déjà gelé leur contribution de 13 millions de dollars à la mission, aggravant les difficultés financières d'une structure déjà sous-financée.
En Asie maintenant, gros plan sur une rencontre diplomatique de haut niveau. Rencontre entre Lee Jae-myung et Donald Trump, un sommet à fort enjeu. Le nouveau président sud-coréen Lee Jae-myung a rencontré ce dimanche 25 août Donald Trump, président américain, lors d'un sommet considéré comme un premier test. Ce rendez-vous intervient dans un contexte politique tendu pour Séoul, marqué par la destitution de l'ancien président Yoon Suk-yeol, mais aussi par la conclusion récente d'un accord commercial avec Washington. Cet accord de principe prévoit une réduction des droits de douane américains sur les produits sud-coréens de 15% au lieu des 25% initialement annoncés. Les discussions doivent désormais préciser les modalités, notamment les investissements sud-coréens attendus par les États-Unis estimés à 350 milliards de dollars. Parmi les domaines concernés figurent l'énergie avec l'achat de gaz américain, mais aussi la construction navale, secteur dans lequel la Corée du Sud occupe la deuxième place mondiale. Donald Trump espère profiter de cette expertise pour relancer les chantiers navals américains. La coopération militaire constitue l'autre grand dossier du sommet. Washington envisage d'augmenter la contribution financière de Séoul pour le maintien de 28 500 soldats américains stationnés en Corée du Sud. Le Pentagone envisage par ailleurs de redéployer une partie de ses troupes face à la Chine, considérée comme la principale menace par Washington. En parallèle, Lee Jae-myung cherche à renforcer l'autonomie stratégique de son pays. Avant cette rencontre, il s'était rendu au Japon où il a rencontré le Premier ministre afin d'étudier une nouvelle coopération régionale face à l'imprévisibilité de la politique américaine. Tokyo et Séoul souhaitent désormais rééquilibrer le trio qu'ils forment avec Washington dans un contexte géopolitique tendu en Asie-Pacifique. Autre actualité, cette fois-ci en Asie du Sud-Est, le Cambodge durcit encore son arsenal législatif. Adoption d'une loi pour déchoir de leur citoyenneté les personnes reconnues coupables de trahison. Le Parlement cambodgien a adopté lundi une loi qui permet de retirer la citoyenneté aux personnes condamnées pour trahison. Le texte, approuvé par 120 députés sur 125, a été voté dans un climat marqué par une répression accrue de l'opposition par le Parti du peuple cambodgien au pouvoir depuis plusieurs décennies. Cette loi vise toute personne reconnue coupable de conspiration avec un pays étranger ou de complot contre les intérêts du Cambodge. Depuis l'interdiction du Parti du sauvetage national du Cambodge en 2017, des procès de masse ont été organisés contre l'opposition. Plus d'une centaine de figures politiques ont été condamnées, souvent par contumace pour trahison ou incitation. Plusieurs opposants, dont les cofondateurs du CNRP, Sam Rainsy et Mou Sokwa, vivent en exil respectivement en France et aux États-Unis. Le CPP est régulièrement critiqué par des pays occidentaux pour sa répression politique, mais le gouvernement cambodgien affirme ne cibler que des contrevenants à la loi. L'ancien Premier ministre Hun Sen, figure dominante de la vie politique, avait justifié fin juin une telle mesure en affirmant que le pays devait agir contre ceux qui se rangent du côté des nations étrangères. Nous terminons ce journal avec une affaire qui relance le débat sur l'immigration aux États-Unis. Kilmer Abrego, migrant expulsé à tort, de nouveau arrêté. Kilmer Abrego, migrant devenu symbole de la politique migratoire radicale de Donald Trump après son expulsion injustifiée vers le Salvador, a de nouveau été arrêté ce lundi 25 août par les services américains de l'immigration à Baltimore. Âgé de 30 ans, Abrego avait été expulsé en mars malgré une décision de justice interdisant son renvoi en raison des menaces pesant sur lui de la part des gangs salvadoriens. Il avait ensuite été rapatrié aux États-Unis en juin pour répondre d'accusations de transport de migrants en situation irrégulière. Après avoir plaidé non coupable, il avait été libéré vendredi dernier au Tennessee et était retourné dans le Maryland. Mais il a été de nouveau interpellé lors d'un entretien avec l'Agence américaine de l'immigration et des douanes. La secrétaire américaine à la sécurité intérieure, Kristi Noem, a confirmé que l'ICE préparait désormais son expulsion vers l'Ouganda. Selon ses avocats, les autorités américaines proposent un compromis
une expulsion vers le Costa Rica si Abrego accepte de plaider coupable. Sans cela, il risque l'Ouganda, jugé beaucoup plus dangereux par sa défense. Il utilise le Costa Rica comme une carotte et l'Ouganda comme un bâton, a dénoncé son avocat Simon Sandoval Mosenberg, qui estime que le gouvernement détourne le système d'immigration de manière anticonstitutionnelle. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente soirée et restez connectés pour nos prochaines actualités.